C'est ce qu'on appelle un serpent de mer, mais il va bien finir par être officialisé. Le Mercosur est en négociation depuis les années 1990 entre l'Union européenne et le marché d'Amérique du Sud, composé de 5 pays. Ce traité de libre-échange est au cœur de la contestation des agriculteurs en ce moment en Europe, notamment en France et en Belgique. Avec nous pour en parler, Pascal Delima, bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes économiste de l'innovation, vous enseignez également à Sciences Po. Avant de vous donner la parole et d'écouter votre analyse, on va prendre la direction de Bruxelles où on retrouve Paul Germain. Paul, le Mercosur, c'est quoi exactement et pourquoi ce projet suscite-t-il autant de crispations ? Eh bien, Mohamed, le Mercosur, ce n'est pas nouveau. Cela fait 25 ans que la Commission européenne a lancé les négociations et justement les détracteurs, les agriculteurs, mais aussi beaucoup de députés européens disent que c'est un accord d'un autre temps. C'est vrai que l'on va transporter des tonnes de viande sur des milliers de kilomètres. Pas vraiment top quand l'Europe promet de limiter les émissions de CO2. Alors en bref, cet accord de libre-échange prévoit la suppression des droits de douane. Résultat, près de 100 000 tonnes de viande de bœuf en provenance d'Argentine ou du Brésil devraient débarquer en Europe, alors que l'Europe n'en a pas vraiment besoin. Elle produit déjà assez de viande. Et ce qui crispe les agriculteurs, c'est que les pays du Mercosur ne sont pas tenus de respecter les mêmes normes environnementales que les Européens. Et les pays d'Amérique latine utilisent ainsi des pesticides qui sont interdits en Europe, mais qui finalement pourraient quand même arriver dans les assiettes des Européens. Il y en a malgré tout qui se réjouissent de cet accord, notamment la grande industrie agroalimentaire en Europe qui pourra acheter des produits encore moins chers. Et puis il y a un pays en particulier qui va profiter de cet accord commercial, c'est l'Allemagne, qui pourra vendre davantage de voitures en Amérique latine. Et on sait que l'industrie automobile allemande est en crise aujourd'hui. La France, elle, fait de la résistance. On devrait savoir dans quelques semaines si ça passe ou ça casse. Voilà donc pour ce point signé Paul Germain. Commençons par la France. La France a-t-elle raison ou a-t-elle tort, selon vous, d'un point de vue économique, de contester ce traité de libre-échange ? Disons que la France est un grand pays agricole et surtout sur les bovins en particulier, elle est tout à fait autosuffisante. Donc il n'était pas nécessaire forcément d'ouvrir le marché sur cette question-là. Maintenant, c'est vrai que la France applique aussi des normes environnementales très rigoureuses. C'est vrai que la France applique aussi des procédés de production extrêmement rigoureux, à la fois sur la partie vétérinaire comme sur la partie processus de production, ce qui n'est pas le cas évidemment des pays du Mercosur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des normes là-bas, mais en tout cas pas aussi strictes qu'en France et qu'en Europe de façon globale. Donc ce n'était pas forcément nécessaire, mais ce n'est pas que l'agriculture l'enjeu, bien évidemment. C'est aussi les transports, la pharmacie, les industries manufacturières de la France vers ces pays-là, vers le Mercosur. D'ailleurs, en Amérique du Sud, il y a aussi des citoyens qui n'en veulent pas parce qu'ils disent qu'ils vont être inondés de produits, notamment manufacturés, fabriqués. Et c'est exactement ça. En fait, l'échange, c'est un peu agriculture contre produits de l'industrie française et européenne. Donc c'est ça l'idée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui encore très déficitaire sur la partie agricole, notamment avec le Mercosur. C'est-à-dire que, paradoxalement, on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte au niveau de l'Union européenne, mais c'est l'inverse pour l'industrie manufacturière. Donc, le marché de consommateurs de 300 millions d'habitants et 270 millions de consommateurs, c'est quand même un vrai débouché pour l'industrie en réalité. Et c'est là qu'est l'enjeu. Mais aujourd'hui, l'industrie joue un petit peu contre les intérêts de nos agriculteurs. Alors pourquoi est-ce que ça provoque autant de crispation justement chez les agriculteurs quand on regarde les chiffres, même s'il faut s'en méfier, c'est vrai que ce serait par exemple pour le bœuf 99 000 tonnes par an, 1,6%, dit-on un steak par an et par personne. Alors je précise bien que ceux qui sont contre ce traité en ont un peu marre de cet argument, mais c'est vrai qu'on se dit que ça ne va pas inonder nos assiettes. Le problème c'est les quantités qui arriveront et la question des prix. On est sur un marché mondialisé, donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment de protectionnisme encore, et d'ailleurs c'est les règles de l'OMC, donc on est sur un marché concurrentiel par les prix. C'est vrai que sur les quantités, ça correspond à 1,5%, 1,6% de la consommation interne. C'est 1,4% pour la volaille et moins d'1% pour le porc. Exactement, à peu près 99 000 tonnes de viande, mais par an. Mais le problème, c'est la question des prix. C'est-à-dire qu'il faut que les Français acceptent d'acheter un peu plus cher pour maintenir l'agriculture française ou l'agriculture de façon globale, les intérêts européens de façon globale. Les produits venus d'Amérique du Sud coûteraient moins cher ?
Bien sûr, c'est le problème, c'est-à-dire que les coûts de production sont beaucoup plus faibles. Les normes environnementales n'ont pas les mêmes coûts, et donc ça impacte les coûts de production qui sont beaucoup plus faibles. Donc les prix entrants, si vous voulez, sont beaucoup plus faibles. Donc c'est ça le problème. Il faut que les Français acceptent de payer un peu plus cher. Et on a des problématiques de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, le panier de biens de consommation, il est extrêmement calculé par les ménages français. Donc voilà, c'est ça. Pour la production porcine, c'est 0,1% de la production de l'Union européenne. Oui. Mais on a le sentiment qu'il y a presque une dimension de l'économie philosophique. Après la pandémie de Covid, on a dit qu'il fallait reconsommer local. Et là, effectivement, au lieu d'aider les paysans, l'agriculteur, entre guillemets, du coin ou de sa région, on va peut-être effectivement consommer des produits qui parcourent des milliers de kilomètres. Absolument, des produits qui parcourent des milliers de kilomètres avec peu de protectionnisme, peu de normes de droits de douane. Mais donc c'est la concurrence. Sur le bœuf argentin, par exemple, alors, le Mexique utilise des hormones, il me semble, il y a eu une affaire récemment. L'Argentine, oui ou non? On a du mal à... l'Argentine et le Brésil, d'après mes informations, n'utilisent pas d'hormones. Donc cette question-là, et puis de toute façon, faut-il préciser qu'aux portes de l'Europe, l'importation aujourd'hui de bœuf aux hormones est interdite. Donc de toute façon, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas forcément. Il faut tracer cette affaire-là, mais elle est de toute façon interdite aux frontières. Donc aujourd'hui, il y a eu l'affaire des États-Unis du bœuf aux hormones. C'est pour ça aujourd'hui que l'Union européenne a interdit ce type d'importation. Donc c'est pas le principal problème pour moi du Brésil et de l'Argentine côté viande. Le vrai problème, c'est les normes environnementales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien non plus là-bas du côté des normes d'abattoirs, mais c'est pas du même niveau. Mais les normes de production sont très différentes. Et ce débat survient aussi après les facilités accordées à l'Ukraine. Il y a des filières comme le sucre, par exemple, où effectivement les producteurs européens sont pénalisés. Il y a aussi, par exemple, l'éthanol, le miel, on a évoqué aussi le porc. Là, ça risque de poser concurrence. Bon, dernière petite question, une minute, ça va se faire. À moins de le détricoter, il faut la majorité... La majorité, oui, alors ça va se faire... moi, je ne suis pas aussi sûr que ça. Ouais. Je pense qu'il y a une chance que ça se fasse quand même, mais aujourd'hui, le gouvernement est quand même très... La France, oui, est méfiante quand même sur cet accord-là, évidemment. Soutient les agriculteurs, évidemment. Il y a encore un certain nombre de choses à faire entre nous, avec les normes qu'on a nous, entre nous à appliquer sur l'ensemble des productions. Donc ça reste un serpent de mer ce soir encore. Un serpent de mer, à mon avis, ça pourrait se faire, mais il y a un certain nombre de choses à régler encore sur les normes environnementales, les clauses miroirs, etc. La clause miroir, effectivement, la réciprocité. Merci beaucoup, Pascal Delima, d'être venu sur notre